Si vous ne voulez pas être le sujet des blagues des développeurs seniors à la cafétéria, alors regardez cette vidéo en entier. Sinon, je ne pourrai rien faire pour vous et votre carrière, vous êtes prévenus. Quand j'ai démarré ma carrière à Atos, eh bien je faisais n'importe quoi. J'avais 24 ans et je voulais avoir l'air intelligent. J'étais convaincu que j'étais un petit peu plus malin que tout le monde. Bizarrement, j'étais le seul à me trouver intelligent et mon code était très régulièrement refusé en code review. J'avais deux faits d'armes dont je suis assez peu fier finalement. Le premier fait d'armes, c'était les commentaires artistiques dignes des fresques de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine. Je pouvais passer des heures à écrire des commentaires et les indenter moi-même à la main. Mon deuxième fait d'armes était d'importer mes modules en cascade et encore aujourd'hui je n'ai aucune idée de pourquoi je faisais ça, mais je trouvais ça extrêmement smart à l'époque. Donc évidemment le développeur senior de mon équipe à ce moment-là était très énervé quand je soumettais ce genre de code et j'arrivais tellement à l'énerver que en plus des commentaires de PR, généralement il m'envoyait des emails en me demandant d'arrêter de faire n'importe quoi. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est moi qui suis dans ce rôle de développeur senior. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi ce que trouvent des développeurs juniors génial sont en fait des fraudes généralisées. Et le premier signe d'un développeur junior, eh bien ça va être de croire que les hard skills sont supérieurs aux soft skills. Et c'est le fameux mythe de l'ingénieur que j'ai cru pendant des années et des années qu'un bon produit se vend tout seul et que les gens qui ne codent pas dans une entreprise ne font rien. Et c'est une croyance que j'ai eue pendant toutes mes premières années en tant que salarié. Je ne comprenais pas ce que faisaient vraiment les commerciaux, les RH, les managers. Pour moi, ces gens ne travaillaient pas vraiment, puisqu'il n'y a que les ingénieurs qui résolvaient des vrais problèmes. Le problème, c'est que lorsque vous vous lancez en freelance, eh bien, vous vous retrouvez à faire une partie du métier de ces gens. En effet, quand vous vous lancez en freelance, eh bien, vous devez, dans un premier temps, parler à des humains pour les convaincre que vous avez une vraie expertise et une valeur ajoutée à apporter. Ce qui m'a beaucoup débloqué à l'époque, eh bien, c'est de regarder des vidéos YouTube sur ce sujet des soft skills, la communication, la vente, le management, pour comprendre qu'en fait, oui, ce sont des vrais métiers. Et le chiffre qui m'avait choqué à l'époque, c'est qu'en moyenne dans une entreprise, il n'y a que 20% d'ingénieurs, c'est-à-dire il n'y a que 20% de gens qui fabriquent réellement le produit. Donc pour faire fonctionner une activité, eh bien il y a 80% de compétences à maîtriser qui ne sont pas liées directement à de l'ingénierie. Et donc ce que j'ai compris à cette époque, c'est de capter que les soft skills et les hard skills ne sont pas plus importants ou moins importants les uns par rapport aux autres. Vous devez avoir les deux et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Si vous êtes incapable de fonctionner dans une équipe avec des humains, peu importe vos compétences techniques, vous n'irez pas très loin. Et à l'inverse, si vous ne savez que parler et convaincre des gens en permanence, mais que vous n'avez aucune compétence réelle, eh bien vous êtes ce qu'on appelle le vendeur de tapis. Donc j'ai vraiment mis une relation égale entre hard skills et soft skills. Et ce qu'on appelle soft skills, en fait, c'est parce que tout simplement, c'est plus dur à mesurer. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont soft. C'est plus compliqué de savoir si quelqu'un a du leadership plutôt que de savoir si quelqu'un sait coder en JavaScript. Vous ne pouvez pas faire passer un questionnaire de leadership et si la personne a réussi le questionnaire, alors vous vous dites « Ok, c'est un leader ». Et dans la liste des soft skills à développer qui n'ont rien à voir avec des technologies, eh bien on retrouve le fait de savoir vendre. Si vous vous lancez en freelance, il va bien falloir décrocher un premier contrat à un moment. Ou encore savoir parler en public. Si vous avez besoin de former des équipes ou de participer à une conférence en tant que speaker, si quand vous parlez pendant 45 minutes, les gens s'endorment et que vous êtes incapable de construire une présentation intéressante, eh bien vous arrivez vite à un plafond puisque vous ne savez pas transmettre vos compétences. Et donc ce que je vous recommande et que j'applique aujourd'hui, eh bien c'est qu'à chaque fois que vous vous formez sur des hard skills, une technologie ou un framework, eh bien investir un temps proportionnel dans des soft skills. Et le ratio que moi j'utilise, ça va être 2 tiers, 1 tiers. Donc si je passe 2 heures à me former sur les traitements asynchrones avec RxJS par exemple, eh bien je vais consacrer 1 heure de temps supplémentaire à un soft skills. Donc ça peut être comment communiquer efficacement avec une équipe, comment créer une présentation intéressante, etc. Le deuxième signe d'un développeur junior, eh bien c'est ce que j'appelle le syndrome Jimmy Neutron. Et je pense que c'est un syndrome par lequel tout le monde est obligé de passer. L'objectif est d'écrire du code pour avoir l'air intéressant ou impressionnant, plutôt que de servir votre client et votre équipe. Donc ça, c'est moi au début, quand j'écrivais des pull requests, avec mes commentaires délirants, je pensais que ça avait l'air intelligent et de montrer que je travaillais beaucoup, puisque j'avais le souci des détails, etc. Le problème avec ce raisonnement, c'est que tout de suite, votre priorité, c'est pas d'aider les gens, mais c'est de rendre service à votre ego. Et d'ailleurs, vous allez très vite vous faire sanctionner puisque la priorité généralement d'un développeur senior ou d'un tech lead dans une équipe, ça va être de garder le code le plus simple possible, car l'objectif normalement, c'est pas d'avoir l'air intelligent, mais c'est d'être compris, et donc d'écrire le code le plus simple possible, puisque la simplicité, c'est quand même cette discipline qui consiste à maximiser le travail à ne pas faire. Donc là-dessus, je vous recommande vraiment de vous concentrer sur des principes comme KISS,
Keep it simple and stupid, ou YAGNI, qui consiste à éviter d'anticiper du code dont on n'a pas besoin tout de suite, et de toujours prendre la solution la plus simple acceptable. Vous avez 2 if-else à plat, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de dégainer un design pattern. Le if-else suffit. Vous avez 46 if-else, peut-être qu'il y a un souci de duplication de code et que là, à ce moment-là, un design pattern est la solution la plus simple. Donc vraiment, décomplexez-vous, visez la collaboration plutôt que l'ego. Et si ça peut vous rassurer, les meilleures techniques que j'ai vues jusqu'à maintenant sont des gens qui passent leur temps à poser des questions, à demander s'ils peuvent aider les autres ou s'ils peuvent être aidés. L'important, c'est la vélocité de tout le monde en tant qu'équipe et la qualité de votre code base. Et si vous avez un Jimmy Neutron parmi vous, essayez de le ramener à la raison le plus vite possible. Troisième signe d'un développeur junior, c'est ce que j'appelle le syndrome de la fille à la robe rouge, c'est-à-dire de préférer tout ce qui est nouveau, ce qui est hype, par rapport à ce qui est vieux mais qui marche parfaitement. Donc c'est une référence à un de mes films préférés, qui est Matrix, où Neo est dans la matrice, il se déconcentre parce qu'une fille rouge passe, et au moment où il se reconcentre, il y a un agent qui lui pointe un pistolet sur la tête. Et j'adore cette image parce qu'il s'est laissé distraire par la nouveauté, et du coup, il est sanctionné, sa concentration a été tuée. Donc quand vous êtes développeur, eh bien vous êtes comme Neo dans la matrice. Toute la journée, il y a des technologies, des nouvelles API révolutionnaires qui sortent. Ce sont des filles à la robe rouge qui sont là pour vous empêcher de vous concentrer sur des choses sérieuses. Par exemple, suivre une formation de 10 heures sur les traitements asynchrones en JavaScript, eh bien ça va vous servir tout au long de votre carrière. Ça va être long et pénible, mais à la fin, vous avez une compétence que vous allez pouvoir utiliser tous les jours. Et pendant ces 10 heures, eh bien, vous allez recevoir des mails, des notifications, des tweets qui vous disent qu'un nouveau truc vient de sortir et que c'est nouveau et que c'est plus performant, etc., etc. Et vous, votre boulot, c'est de rester concentré sur des choses fondamentales. Et donc, ce que je vous recommande, quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose de difficile, ou vous êtes sur un bug, ça fait 2 jours que vous êtes dessus, mais c'est important pour votre équipe, il faut que vous arriviez à le corriger, eh bien, pendant ces 2 jours, vous allez avoir des distractions. Vous aurez envie de faire tout, sauf le truc pénible qu'il faut faire. Et donc ce que je me dis à ce moment-là, c'est que c'est parce que c'est dur que je suis en train d'avancer et de faire la différence. C'est parce que c'est dur que quelqu'un d'autre, au moment où je suis là, aurait abandonné. Et moi, ce que je vais faire à la place, c'est rester concentré pour aller jusqu'au bout de ce truc. Et donc ça vous servira tous les jours. Moi, quand j'étais en train d'apprendre Angular, eh bien, tous les soirs, il fallait lire la documentation, lire des articles, faire des petits tests dans son IDE, voir que ça marche pas, essayer 1 heure de plus. Ah, finalement, en fait, c'était ça. Et pendant toute cette période où je devais travailler dur, eh bien, toute la journée, il y avait des filles à la robe rouge qui passaient. Mon cerveau passait son temps à fabriquer des excuses. Ah, t'aurais dû te le mettre sur React, ça a l'air beaucoup plus simple. Ou alors, tu devrais faire du back-end parce que comme ça, il n'y a pas les interactions utilisateurs pénibles à gérer. Ou alors, je devrais faire du DevOps parce que franchement, le code, c'est trop chiant. Bref, vous avez compris l'idée. Pour combattre la fille à la robe rouge, j'utilise une règle de bourrin qui marche très bien, qui s'appelle la règle des 100. Pendant les 100 prochains jours, si vous vous concentrez 100 minutes par jour, toujours dans le même objectif, vous serez forcément plus loin que là où vous en êtes actuellement. Et dans le domaine du code, c'est la même chose. C'est la règle des 100 qui m'a permis de progresser en code plus que n'importe quelle autre méthodologie. Juste avant de passer au 4e signe que vous êtes probablement un développeur junior, eh bien je me présente rapidement parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France, puisqu'à 26 ans, eh bien je formais des ingénieurs professionnels à Atos, qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Mon but à travers cette chaîne, c'est de faire découvrir le code professionnel, ce que j'appelle le code senior et qui est appliqué ou devrait être appliqué plus souvent en entreprise. Car je vois bien la différence abyssale qu'il y a entre un tutoriel et ce que vous allez devoir affronter dans la vraie vie. Donc si vous souhaitez devenir développeur professionnel prochainement, eh bien vous retrouverez sur cette chaîne une vidéo chaque semaine. 4e signe qui permettrait de détecter que vous êtes peut-être un développeur junior. Et ça va être de croire que le marketing ne doit jamais changer d'avis. Je suis toujours étonné que les gens s'étonnent que le marketing ait changé d'avis. Et je me rappelle à Atos, chaque semaine, le product owner nous annonçait que le marketing avait encore changé d'avis pour la énième fois. Et évidemment, au début, ça nous faisait beaucoup rire. Haha, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils ont encore changé d'avis, Git revert, lol. Mais le problème, c'est que de semaine en semaine, eh bien, ça nous faisait de moins en moins rire et ça commençait à agacer toute l'équipe de développement. On peut pas bosser s'il change toujours d'avis, on préfère attendre qu'il se soit enfin décidé avant d'implémenter quoi que ce soit, etc., etc. Et c'est en lisant un livre de code que je me suis réconcilié avec le marketing, aussi étonnamment que ça puisse paraître. C'est le fameux livre du refactoring de Martin Fowler, dans lequel il explique qu'un logiciel ne doit jamais être considéré comme terminé, puisque le client pour lequel vous travaillez, il a bien sûr des concurrents qui ciblent les mêmes clients que lui, et donc il doit toujours venir pousser sur le marché une nouvelle codebase, des nouvelles fonctionnalités, fixer des bugs, etc. Si demain, il arrête de développer quoi que ce soit sur le produit, eh bien, l'adoption des utilisateurs va faire que baisser,
parce que pendant ce temps, vos concurrents y bossent. Mais ça, à la limite, on pourrait se dire, bon, c'est pas vraiment mon problème en tant que développeur. Mais ce que dit Martin Fowler, qui est vraiment hyper important, c'est que chaque fois que le marketing vous demande de changer des requirements, eh bien, c'est incroyable, parce que ça va être le moment pour vous en tant que développeur de tester la qualité de votre codebase. Puisque le vrai test et l'unique test d'une codebase de qualité, c'est qu'elle puisse s'adapter rapidement. Ça doit être un avantage stratégique pour votre client d'avoir une codebase qui peut s'adapter très vite en créant peu de defects. Donc aujourd'hui, je suis très attentif quand le marketing change d'avis parce que j'adore ça. Ça va me permettre de tester tout de suite en temps réel si notre codebase peut évoluer facilement et si ça ne crée pas de defects par la suite. Donc, voyez ça comme un challenge à chaque fois que ça vous arrive. C'est le moment de vous entraîner. Et on passe tout de suite au cinquième signe qui pourrait montrer que vous êtes peut-être, encore une fois, un développeur junior. Et ça va être de croire que le multitasking fonctionne. Quand j'étais à Atos, je pensais que faire plusieurs choses en même temps permettait d'aller plus vite puisqu'on parallélisait toutes ces activités. Sur le papier, ça paraît excellent. Donc si vous étiez passé derrière mon écran à cette époque, vous auriez vu que j'avais un IDE ouvert pour coder. En même temps, je mettais un petit tuto sur YouTube ou une formation Udemy en x2 pour vite s'imprégner de connaissances comme ça en fond. Et puis troisièmement, j'avais toujours mon téléphone posé à côté de l'ordinateur et dès que je recevais une notification, je la regardais puisqu'on va quand même pas rater des informations importantes. Et à l'époque, j'avais effectivement l'impression d'aller plus vite quand j'avais tous ces écrans allumés. Le problème, c'est que ça durait 40 minutes, 1 heure maximum, puisque passé ce délai, eh bien, j'avais tellement mal à la tête que j'étais obligé d'aller faire une pause. Et le pire, c'est que quand je revenais à mon bureau, mon cerveau était absolument incapable de fonctionner pendant tout le reste de la journée. Et alors que j'avais l'impression d'aller très vite, quand je faisais un bilan à la fin de la semaine, je me rendais compte qu'en réalité, j'avais ouvert 1 ou 2 PR d'une qualité tout à fait discutable et qu'en traquant un peu l'output de ce que je produisais, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Et encore une fois, c'est quand j'ai été en freelance où tout d'un coup, vous êtes plus salarié, donc si vous produisez rien, eh bien, vous êtes beaucoup moins payé, que je me suis mis à lire des livres sur la productivité. Et tous les livres de productivité que vous pourrez lire un jour, ils ont tous au moins un chapitre ou une section concernant le multitasking pour dénoncer le fait que ça marche pas du tout. Et le livre de productivité qui m'a le plus marqué par rapport à ça, c'est le test du marshmallow, je crois. Et dans ce livre, il explique quelque chose qui a changé beaucoup de choses pour moi. Il explique que votre volonté, votre capacité à prendre des décisions et à exécuter des tâches où vous devez être concentré, eh bien, est limitée par jour. Personne peut travailler 14 heures, 15 heures, 20 heures par jour pendant des mois ou des années. Vous seriez complètement improductif la plupart du temps. En réalité, vous avez une réserve de volonté et vous devez allouer cette volonté à des choses qui sont importantes pour vous. Donc si pendant que vous êtes en train de corriger un bug, eh bien vous faites 3 autres choses en même temps et que vous êtes obligé en permanence de prendre des micro-décisions, est-ce que je réponds à ce message? Non, je le ferai tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'il vient de dire dans ce tuto? Ah oui, j'ai reçu une notification Teams, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre réserve de volonté, vous êtes en train de la détruire et vous ne produisez pas grand-chose. Et ce coup de changement d'une tâche à l'autre et de micro-prise de décision est un de vos plus grands ennemis et heureusement, il est assez facile à combattre. Vous devez créer des blocs de temps dans votre journée pendant lesquels vous ne serez pas distrait. Et ça va vous permettre de réduire grandement cette fatigue mentale qu'on ressent à la fin de la journée. Quand j'étais à Atos, à 18 h, j'avais des migraines, mon cerveau était flingué et j'étais même incapable de me faire à manger ou d'aller faire 10 minutes de sport après. J'étais claqué et je me vautrais dans mon canapé en attendant une nuit de sommeil pour pouvoir me recharger. Voilà, et par rapport à ces 5 signes qui peuvent vous faire passer pour un développeur junior, sachez que moi, il m'a fallu des années pour réécrire les croyances que je viens de vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de les adopter plus vite que ce que j'ai pu faire. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et si en ce moment vous cherchez à devenir développeur web professionnel, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez passer sur la chaîne chaque semaine. Vous retrouverez une nouvelle vidéo pour vous aider à affûter vos compétences de code. Pas besoin de vous abonner. Deuxièmement, vous pouvez poser des questions, mettre des pouces bleus sous les vidéos pour pousser la chaîne et nous faire connaître. Pour dire qu'il y a une communauté francophone qui s'intéresse à la production de code professionnel. Demain, ça nous donnera du poids pour aller interviewer des pointures dans notre industrie, un tech lead chez Google, un architecte chez Netflix. Ça serait vraiment génial de pouvoir accéder à ces gens-là. Et enfin, troisièmement, vous retrouverez un lien sous la vidéo où pour l'instant, j'ai mis en place une petite newsletter pour ceux qui veulent aller au-delà des vidéos. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bon code senior d'ici là. Ciao!